Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismarck, tous les jours du lundi au vendredi, et vos rubriques habituelles. Aujourd'hui, dans Bien dans son job, le storytelling ou l'art de se la raconter, c'est le titre d'un livre. Son auteur, expert, sera avec nous, il s'appelle Georges Lewy. Smart et Réglo, la semaine des 4 jours, rêve ou réalité? On fera un point juridique justement dans notre rubrique. La pause café, on parle de l'after work avec Fanny Griesmer. Bah oui, les bars, les restaurants vont réouvrir et on prendra des verres évidemment en terrasse avec ses collègues. Après le boulot, Fanny nous donne quelques conseils pratiques dans la pause café. Le cercle RH sous forme de grand entretien aujourd'hui avec Sandrine Quétier. Vous la connaissez, elle est animatrice télé, comédienne. Elle vient nous présenter son programme Phoenix à la rencontre de ceux qui ont connu des échecs mais qui se sont relevés. Témoignage dans notre cercle RH. Et puis fenêtre sur l'emploi pour faire un bon recrutement, rien de plus important que le sourcing. On en parle avec le fondateur de Workfor. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, bien dans son histoire. Ça, c'est un sujet important. On va parler du storytelling, la façon dont on se raconte. Alors, parfois, lors d'un entretien de recrutement, ça arrive souvent. Comment se raconter dans un entretien? C'est jamais simple. Georges Lewy, merci d'être avec nous. Vous êtes un mythologue, d'abord, je trouve ce mot incroyable. Spécialiste des marques, donc du branding. Ça, c'est un mot plus corporate. Et puis, vous êtes écrivain. Ce livre, L'art de se la raconter, avec cette très jolie femme que votre éditeur a choisi de mettre en couverture, du storytelling au personal branding. Ça, c'est le livre, on va le découvrir dans quelques instants si la couverture veut apparaître. Ce livre, il est édité chez Mardaga. On va le voir, ce livre, et si on ne le voit pas, je vais vous le montrer. Voilà, c'est qu'on voit cette jolie femme. Livre personnel, livre érudit, qui s'intéresse à la façon dont on se raconte. D'abord, votre définition, parce que vous avez un regard assez panoramique, et votre expérience en témoigne dans le livre. C'est quoi le storytelling? Le storytelling, en fait, c'est de rendre intéressant son histoire. Non seulement de la rendre intéressante, mais de se donner un objectif. Et la différence entre le storytelling tel qu'on l'entend et simplement raconter une histoire, c'est que le storytelling a un objectif. Éventuellement de se faire embaucher quand on est en recrutement. De plaire, ou de séduire. Ou de séduire, ou d'intéresser. Vous le dites, ça marche avec des ados quand ils veulent rentrer dans un groupe et qui veulent devenir copains dans un groupe. On doit peut-être parfois faire un peu de storytelling, c'est-à-dire se montrer sous son meilleur côté. Alors, se montrer sur son meilleur côté et surtout se montrer sur un côté qui est un peu différent des autres et qui va intéresser. Parce que c'est vrai que si on est vraiment comme tout le monde, on est un peu moyen, donc un peu médiocre, et donc on risque de passer à côté de l'intérêt qu'on a envie de susciter. Juste cette remarque, la société quand même est très nivelante, parce que la jeunesse s'habille pareil, tout le monde doit être comme tout le monde, vous dites l'inverse. Vous dites pour se faire remarquer, et d'ailleurs j'ai noté l'anecdote, je ne sais plus en quelle page, mais lors d'entretiens de jury, ça agace d'ailleurs un peu vos collègues du jury. Vous n'avez pas envie d'écouter le CV de cette personne qui l'a répété 100 fois. Vous avez le journal Le Monde et vous lui dites, tenez, tiens, choisissez un article. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça provoque, ça? Eh bien, en fait, ce que je demandais, donc c'était au CELSA, où j'étais... École de journalisme et de communication. Journalisme et de communication, et où j'étais professeur. Et donc, pour les oraux d'entrée, pour ceux qui déjà avaient été sélectionnés par l'écrit, donc qui étaient déjà à très bon niveau. Écrémage, déjà. Et donc, premier écrémage. Deuxième écrémage, chacun s'est complètement préparé à cet exercice oral. Et là, c'est d'essayer de voir entre 20 candidats quels seront les 12 les plus intéressants qui vont apporter réellement quelque chose à la classe. Et donc, lorsque vous les faites parler, je ne sais pas s'il y a un article du Monde sur les girafes au Kenya, c'est naturellement déstabilisant par rapport au CV de base, mais c'est extrêmement intéressant pour voir la façon dont le candidat va prendre le sujet.
Et s'adapter à un sujet qui est nouveau, ça peut être effectivement les dinosaures, vous le racontez, enfin des choses qui sont un peu iconoclastes, Absolument. ils tombent sur des choses qui sont étranges. C'est une question essentielle parce que vous vous définissez comme mythologue, et dans le livre, vous vous appuyez sur ces dieux de la mythologie, alors qui incarnent la brutalité, la beauté. Pourquoi avoir utilisé ces dieux et les puissances qu'ils incarnent pour bâtir aussi ce storytelling? Alors d'abord parce que j'ai une double formation de lettres classiques et de marketing, à peu près au même niveau l'une et l'autre. Suivant en même temps le... Suivant à peu près en même temps. C'est déroutant quand on quitte les lettres anciennes pour aller en marketing. Absolument. Mais c'est ce qui m'a amené sur les marques, parce qu'en fait, une marque, c'est une belle histoire qui peut rapporter des sous. C'est la mauvaise définition, c'est pas la définition académique, mais c'est vrai, ça, bien sûr. C'est globalement c'est ça. Et donc c'est le premier élément. Et le deuxième élément, en travaillant en effet les lettres classiques, je me suis aperçu que les Grecs anciens avaient besoin, comme nous, de s'identifier, de savoir qui ils étaient, où ils allaient, etc. Et ils ont inventé les 14 divinités de l'Olympe, qui chacune représentait une partie de la population. Oui. Ils n'avaient pas Freud, ils n'avaient pas Dolto, ils n'avaient pas Cyrulnik. Des traits de caractère. Et donc, ils avaient ces divinités anciennes. On peut prendre un exemple qui est très actuel, qui est l'opposition entre Déméter, qui est la nature cultivée, celle des paysans, et Artémis, qui est la nature sauvage, je dirais celle des écolos, et il peut y avoir des écolos paysans naturellement, mais c'est cette opposition, elle existait déjà sur l'Olympe. C'est intéressant, donc vous nous dites aussi à travers ce livre personnel, parce que vous vous racontez aussi, vous en profitez pour vous raconter dans votre rapport à ceux qui avaient de l'argent, à ceux qui avaient déjà leur destin en main, vous le racontez, parce que dans une classe, vos copains savent tous ce qu'ils vont faire, pas vous. Vous avez mis du temps à trouver votre voie, parce qu'on voit bien quand même que tu es un homme déchiré entre l'hellénisme, les Grecs, et puis la réalité de l'entreprise. Comment on fait là pour concilier les deux? En fait, je suis parti d'abord des lettres classiques, et en fait, quand j'avais 22, 23 ans, je pensais grec ancien, et j'avais l'impression de tutoyer Socrate tous les matins. Pas mal. Et donc, c'était pas mal. Et il vous répondait un petit peu ou pas? Il me répondait, il n'y avait pas de souci. Il me répondait en grec ancien. Mais on s'est retrouvés un soir avec des amis où on fêtait l'anniversaire d'un des copains et chacun parlait un peu de son avenir. Et d'un seul coup, ça arrivait à moi et je ne savais pas quoi dire. Et un de mes bons copains, sans doute le meilleur que j'avais à l'époque, me dit Georges, il est fait pour Pôle emploi. Avec son grec ancien. Et donc, c'est ce qui m'a amené à chercher une autre voie. Donc un vrai métier, quoi. Voilà, un vrai métier, celle de l'entreprise, etc. Mais j'ai gardé ces deux parties de mon cerveau dont je continue de me servir. Georges Léouis, avant de nous quitter, c'est très important, vous qui avez accompagné des marques, parce qu'on a bien compris qu'il y avait aussi un accompagnement autour de la marque, que cette marque réussisse à raconter la bonne histoire, parce que ça va plus loin, vous le dites, c'est aussi les valeurs qu'elle doit incarner. Aujourd'hui, c'est très important, les valeurs d'une marque. Absolument. En fait, j'ai travaillé pour environ 500 marques en tant que consultant, que ce soit Coca, Samsung, très grande marque, ou des marques, je dirais, plus de PME ou d'organisations. Mais ce qui est très intéressant, c'est en effet de voir qu'à partir du récit fondateur, il y a une colonne vertébrale qui est créée. Et que sans cette colonne vertébrale, en fait, on n'arrive pas à définir des valeurs, ou alors elles sont définies un peu au pifomètre, un peu n'importe comment. Et au gré des modes. Elles ne sont pas très crédibles. La colonne vertébrale, c'est souvent le fondateur qui l'incarne. C'est souvent pour les entreprises qui ont été créées par un homme. Il y en a plein en France, même des entreprises qui sont aujourd'hui au CAC 40. C'est la philosophie de ce fondateur, en général, qui vient irradier, en fait, le squelette. Alors, absolument. Et c'est pour ça qu'on dit, quand on relance des marques, souvent, come back to basics, revenons à l'essentiel, revenons à l'origine. Et même chez Coca-Cola, qui s'est très éloigné du docteur Pemberton qui soignait la dysenterie des chercheurs d'or. C'était un médicament. C'était un médicament.
eh bien, ça reste dans le subconscient des consommateurs. Donc le conseil que vous donnez, parce que vous exercez encore aujourd'hui, vous prenez beaucoup de temps pour écrire et vous raconter aussi, c'est quoi le conseil que vous donnez à l'entreprise? Inventez, créez votre histoire avec sincérité, parce qu'il ne faut pas mentir aussi. Oui, il ne faut jamais mentir, il faut toujours qu'il y ait une base solide de vérité. Et le conseil que je donne et à l'entreprise et à la personne, c'est de définir son combat. Donc de définir en fait ce qu'on n'aime pas, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on n'aime pas. Ça permet déjà de cadrer. Et ça permet, à partir de ça, d'essayer de définir son histoire et ce qu'on aime. Et si on n'a pas défini ce qu'on n'aime pas, généralement, on ne sait pas bien définir ce que l'on aime. Georges Lévy, c'est vrai pour l'entreprise, c'est vrai pour l'homme, ce que vous dites là. C'est vrai pour l'homme, absolument. Voilà, pour l'être humain. C'est très difficile. Si on nous demande à nous qu'est-ce que tu aimes, c'est très difficile à dire. On sait ce qu'on n'aime pas. Et si on dit qu'est-ce que tu détestes, qui tu ne voudrais pas être, qui tu ne voudrais pas être. Ça, c'est déjà plus accessible. C'est très concret. Et à partir de ça, ça permet de dire, bah oui, finalement, le contraire de X ou de Y, je citerai personne, eh bien, c'est plutôt tel ou tel personnage, c'est plutôt tel ou tel archétype. L'art de se la raconter. Je ne sais pas si on a réussi à voir le livre pendant l'émission, je vous le remonte, visiblement on ne l'a pas. Édition Mardaga, il vient de sortir, il est sorti. C'est un livre passionnant, parce que ce n'est pas qu'un livre qui permet de faire du branding, c'est aussi un livre personnel sur des histoires qui sont reliées d'ailleurs à votre histoire personnelle, la mythologie grecque. On y voit comme ça des liens très forts d'ailleurs entre cette histoire ancienne et notre présent. Il y a une vraie clé de lecture en effet sur ces 14 divinités grecques qui peuvent être quasiment des archétypes. Et puis ça n'a rien à voir, mais Bovary 21, c'est votre prochain livre. Il est sorti au théâtre L'Harmattan, une pièce de théâtre qui parle du marketing. Mais il viendrait nous en parler. On a une rubrique livre chaque vendredi pour nous raconter cette histoire d'une femme qui ne se sent pas bien dans le marketing et qui a la tentation... Et qui est blogueuse. Et qui est blogueuse. Et qui est blogueuse, mais qui est une descendante de Bovary. Est-ce qu'elle échappera au destin des Bovary? Eh oui, Flaubert, la référence. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, alors on revient au dur, le droit, rien que le droit, la règle. Smart et réglo, on parle de la semaine des 4 jours. C'est un doux rêve porté par certains hommes politiques, ou est-ce que ça peut avoir une réalité aujourd'hui sur le plan juridique? On en parle tout de suite, c'est Smart et réglo. Smart et réglo avec Myriam de Gaudusson. Bonjour Myriam. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Moi ça va bien, parce que d'ailleurs dans le thème que vous avez choisi de nous parler aujourd'hui, la semaine des 4 jours, on a le mythe et réalité. Vous avez vu que juste avant, on venait de parler des divinités grecques. Et on était dans le mythe. Et ça fait une transition. Semaine de 4 jours, vous êtes évidemment, je précise, avocate en droit social au cabinet Franklin, faut-il vous préciser, mythe ou réalité? Mythe, parce que c'était un débat politique. Est-ce qu'il y a une réalité et un fondement juridique à cette question? Absolument. C'est une possibilité qui a d'ailleurs même existé à partir de 1996 avec la loi de Robien. Absolument. Et qui a été remise en cause par la loi Aubry de réduction du temps de travail à 35 heures. Le dispositif a disparu, mais il existait. Et il existait. Bon, aujourd'hui, il y a la convention collective de la banque qui permet d'y recourir encore. Mais il est vrai qu'on se retrouve confronté à la nécessité de gérer la surcharge de travail de certains salariés. Oui. Donc ça peut être compliqué à mettre en place. Ça veut dire très concrètement que cette semaine existait et que dans certaines conventions collectives, comme dans la banque, on peut se faire une semaine de 4 jours, c'est-à-dire en plaçant cette journée où on le voulait. Comment ça se passe, ça? Oui, alors c'est réglé par les conventions collectives, mais il y a une vraie impulsion politique, notamment en Nouvelle-Zélande. La première ministre qui a voulu sauver le secteur du tourisme en diminuant la semaine de travail à 4 jours pour permettre aux personnes de consommer du tourisme et de l'hôtellerie la 5e journée en famille. Partir un vendredi matin pour pouvoir sillonner la Nouvelle-Zélande. Exactement. Et si on s'organise bien au sein de l'entreprise, on peut y arriver. Parce que le système qui serait mis en place et qui est évoqué notamment par les syndicats en France, ce serait de réduire à 4 jours. Et le 5e jour serait une journée tournante de repos entre les équipes. Et ça nécessiterait la polyvalence des salariés. Mais en faisant ça, tout le monde pourrait avoir une journée, un vendredi de repos. Qu'on soit bien clair, Myriam, aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais est-ce qu'une entreprise qui décide, en remettant autour de la table les partenaires sociaux, peut, elle, créer cette semaine des 4 jours? Est-ce qu'elle en a le droit sur le plan juridique? Alors, il n'y a pas d'interdiction.
Il ne faut surtout pas qu'il y ait une interdiction au niveau de la convention collective, mais a priori, non. Après, il faut qu'il y ait l'assentiment du chef d'entreprise. C'est compliqué d'un point de vue économique. Il hésite, lui, en général. Mais il y a une vraie tendance aujourd'hui à vouloir privilégier l'équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle. La crise du Covid a favorisé le télétravail, comme tout le monde le sait, fortement. On s'est rendu compte que c'était envisageable. Maintenant, il faut gérer cette notion de surcharge de travail, puisque nous sommes des salariés connectés aujourd'hui. Et même si 4 jours sont travaillés, c'est très dense. Voilà. Oui, c'est très dense. Revenons aux horaires de travail. Oui. Sur les entreprises qui imagineraient cette possibilité, c'est 35 heures. Comment ça se passe Alors, en fait, on ça fait concerne... 35 heures en 4 jours Oui, exactement. En fait, ça serait de proposer aux salariés, donc on ne parle pas des salariés au forfait jour, hein, à 39 heures, de travailler 35 heures sur 4 jours, effectivement. D'accord. Et la dernière journée, la journée de repos, serait une journée rotative entre les différentes équipes. Vous vous rappelez, vous vous en souvenez très bien, les 35 heures, la philosophie, c'était de partager, de diminuer le temps de travail pour partager le travail. On est un peu au même. Ce qui revient au même. On est un peu sur cette ligne de crête-là. Oui. Les entreprises vont dire qu'il faut travailler plus parce qu'on a perdu 1 an de Covid et il faut accélérer. D'autres vont dire peut-être on lève le pied parce qu'il faut qu'on partage ce travail, il faut que vous trouviez un équilibre de vie. C'est une vraie discussion. Vous avez tout à fait raison. Et il va falloir vraiment faire face aux réticences des chefs d'entreprise qui se disent que comme l'activité va repartir, on va avoir besoin de toute la force de travail et donc requérir la présence des salariés effective. Mais est-ce que vous avez, vous, en tant que cabinet d'avocats, des entreprises qui, évidemment, perturbées, impactées par la crise Covid, vous disent, nous, il faut qu'on augmente le temps de travail, on n'a plus le choix? Oui, c'est surtout les entreprises industrielles. En revanche, les entreprises du tertiaire et les nouvelles tech plébiscitent, ils vont dans le sens de cette semaine de 4 jours. Ouais, on voit bien une différence quand même. Ah oui. Les entreprises de la tech jeunes, modernes, très connectées, qui peuvent travailler à distance, elles, à la rigueur, elles travaillent même le week-end, j'allais dire, puisqu'en fait, elles sont connectées. L'industrie, elle a besoin de produire. Oui, mais ce qui est incohérent, puisqu'en Allemagne, c'est l'industrie de la métallurgie qui pousse vers la semaine de 4 jours. C'est la métallurgie en Allemagne. Ouais, avec un syndicat très puissant, très fort, c'est celui qui insuffle cette tendance. Donc en Allemagne, ça c'est intéressant d'ailleurs comme modèle, il y a quand même cette idée que on bosse sur 4 jours, on libère une journée pour le salarié, bien-être, famille, on n'y est pas encore en France. Hein. Non, mais la France n'est pas partie le là-dessus. syndicat CGT y pense et commence à discuter. Il y a des discussions qui sont en cours. Donc, et il y a certaines entreprises qui se lancent là-dedans. Bon, merci Myriam de nous avoir éclairé. C'est pas acquis, hein. En résumé, c'est pas acquis. C'est un droit qui peut être recréé, fabriqué au sein de l'entreprise dans un accord. Ouais. Mais pour l'instant, des accords, vous n'en avez pas encore vu passer. Non, les conditions, il faut quand même aussi qu'il y ait un avis du CSE, du Comité social et économique. Il faut prévenir l'inspecteur du travail. Et quand même avoir un avenant pour chaque salarié concerné. Mais on voit difficilement les salariés refuser de passer à 4 jours. difficilement, compte tenu, il faut quand même le repréciser, que c'est une charge de travail sur 4 jours qui est très lourde. Oui. Et on met hors forfait. Alors pour ceux qui sont au forfait, comment ils font? Alors, vous savez qu'il n'y a pas de répartition sur la semaine de travail. Sur la semaine. Donc eux, ça n'existe pas, leur semaine? Non. La semaine, juridiquement, n'existe pas. Pour les salariés dont le temps de travail peut être calculé en nombre d'heures. En nombre d'heures. Pour ceux qui sont au forfait, les cadres en particulier. Ils s'organisent comme ils veulent normalement. Hein. C'est ça. Donc ils peuvent, s'ils veulent, pas venir le matin. Absolument. Et c'est déjà le cas en réalité. Je pense qu'il ne faut pas être hypocrite. La semaine de 4 jours avec le Covid existe, plus ou moins. Et c'est juste qu'on essaye maintenant, d'un point de vue économique, de relier le juridique et l'économique. C'est très juste ce que vous dites. En fait, elle s'est mise en place par la force des choses. Nous, on essaye de s'adapter. Et maintenant, il faut que le droit rattrape tout ça. Exactement. Et après, il y a les débats politiques, parce que ça, c'est un débat d'élection présidentielle, typiquement d'élection présidentielle, avec tout le cabrage des libéraux, de ceux qui considèrent qu'il faut travailler plus. Et c'est le débat qui avait eu lieu déjà bien avant dans d'autres présidentielles. Merci Myriam de Gaudusson d'être venue, avocate en droit social, cabinet Franklin. On fait une petite pause, ça arrive aux avocats, j'en suis sûr. C'est l'after work. On a bossé toute la journée, sur 4 jours, on est épuisé. Allons prendre un pot. Allons prendre un pot avec Fanny Griesmer. C'est l'after work. Fanny Griesmer, comment allez-vous? Très bien. Vous êtes heureuse parce que comme tout le monde, on a vu dans les rues les bars ouverts, les terrasses qui s'installaient, l'odeur du café. Peu de monde ce matin quand même en terrasse. Peu de monde en terrasse, mais la voir vivante avec des tables donne quand même envie de s'y installer. Mais oui, elle nous avait manqué ces terrasses. Évidemment, l'after work, c'est pas le matin à 8h30 quand on va au travail, c'est plutôt le soir après 18h ou 19h. Vous avez décidé de nous parler de ce phénomène sociologique qu'on appelle l'after work. L'après-travail. Totalement. Alors c'est vrai que vous allez peut-être profiter de la réouverture des terrasses, entre amis, entre collègues, et vous avez déjà
programmer votre message automatique d'absence de bureau à 17h pour pouvoir savourer ce moment tant attendu. Alors, si vous partagez ce moment entre collègues, pourquoi pas, effectivement, ce serait un after work. Après tout, pourquoi pas, effectivement. C'est vrai que l'idée de s'offrir une parenthèse extra-professionnelle, parce que l'after work en est une, séduit certains. En revanche, d'autres la redoutent. On ne va pas se le cacher, l'after work, c'est un bon moyen de mêler l'utile à l'agréable. Oui, mais à condition de respecter certaines règles. Ah, il y a des règles. Il y a des règles à respecter. C'est quand même très populaire, on le sait, quand on va en Grande-Bretagne. Exactement. Les pubs sont pleins à craquer après le travail. Et oui, l'afterwork, c'est ce moment où les collaborateurs migrent naturellement et en groupe vers le pub. Une fois la journée de travail terminée, c'est mieux. Que l'on ait d'ailleurs quelque chose à fêter ou pas. Et s'il s'agit effectivement d'un grand classique dans la culture britannique, au Japon aussi, oui. C'est tout aussi répandu à la sortie du bureau. On se retrouve dans les izakaya. Kaya. Vous l'avez bien dit, ouais. Izakaya. Ce sont des tavernes nippones où les salariés, effectivement, aiment se retrouver le soir pour prendre un verre. Et boivent beaucoup. Un petit quelque chose, parce que c'est considéré un petit peu comme un bar à tapas d'ailleurs. Discuter avec le patron, ses collègues ou ses voisins de table. En fait, on travaille encore. Mais oui, oui, totalement. Et c'est ce que nous allons voir juste après. Alors c'est vrai que le concept s'est installé à la fin des années 2000 en France et s'est petit à petit démocratisé. Un concept qui semble séduire, en tout cas sur le papier. Selon un sondage OpinionWay mené en 2017 pour J'aime ma boîte et Privatiseur, 60% des salariés disent considérer l'afterwork comme une pratique indispensable au bien-être en entreprise. Ouais. Mais c'est vrai que si l'idée plaît, dans la pratique, ça suit beaucoup moins. 59% des salariés ne font jamais d'afterwork. Et sur ces 59%, près de 3 salariés sur 4 préfèrent filer directement chez eux une fois la journée de travail terminée. Et même parmi les plus motivés, il reste un critère primordial. Et oui, pour 58% d'entre eux, le lieu de l'afterwork doit impérativement se situer à proximité du lieu de travail, au risque de les voir prendre le même chemin que les plus réticents, pas prendre la voiture, c'est-à-dire celui de la maison. Oui. Alors, quoi qu'on en pense, l'afterwork a de nombreux avantages. Le premier étant bien sûr de resserrer les liens, de s'intégrer au sein d'une équipe, notamment si vous êtes une nouvelle recrue. Cette rencontre informelle permet de côtoyer ses collègues, parfois même ses managers, et ce dans un autre cadre. Autour d'un verre, pas de pression, si ce n'est celle que vous avez dans votre bière, verre. bien sûr. Seulement l'envie de partager un moment convivial. L'afterwork est aussi l'occasion de faire connaissance avec des collègues peut-être que vous ne croisez, ou que vous ne croisiez en tout cas que dans l'ascenseur, d'échanger autrement que devant la photocopieuse. Collègues féminines, parfois, on a repéré quelqu'un. Aussi, oui. On se dit, tiens, j'attends l'afterwork. Ça peut être la bonne technique. Mieux encore, ça peut être aussi un moment stratégique pour approcher peut-être le responsable d'un service, un service que vous aimeriez bien intégrer. En tous les cas, ça vous permet de nouer des liens qui pourra peut-être vous aider au moment où vous aurez besoin d'un service, d'un conseil, d'une recommandation. Donc, un moment à ne pas négliger. Côté managérial, l'afterwork présente aussi des bénéfices. Permet notamment de fédérer les équipes et de participer au bien-être des salariés. Alors, on parlait des rencontres amoureuses, effectivement. Bon, déjà, sans parler d'amour, ça vous permet de voir vos collègues sous un nouveau jour. Peut-être faire ami avec eux et effectivement trouver peut-être l'amour. D'après une enquête de l'INED, 14% des couples français seraient rencontrés au travail. Et dans un autre sondage mené, lui, en début d'année par l'agence d'intérim CAPA, 44% des salariés interrogés déclarent qu'un séminaire ou un afterwork a favorisé la rencontre amoureuse. C'est un cadre beaucoup plus détendu, on peut le comprendre. Ouais, ça permet quand même, il faut le dire, de dévoiler un peu sa personnalité. L'alcool dégrise un peu, libère la parole. Le management a tendance à devenir de plus en plus horizontal, donc on voit que les rapports sont moins hiérarchisés, plus spontanés, mais au travail, on reste au travail. Donc l'afterwork est un moment idéal pour échanger autour de vos centres d'intérêt, voire à révéler au grand jour votre sens de l'humour, pourquoi pas. Mais attention, l'afterwork a quand même des limites. Gardez en tête que vous êtes toujours dans un cadre professionnel, oui, même autour d'un verre. On évite donc les blagues lourdes, déplacées, les sujets polémiques aussi. Les petits moments de confession qui peuvent être croustillants, mais qui par la suite pourraient être assez gênants.
gênant. On évite aussi de me dire haut et fort son N+1, il est peut-être derrière vous. Faites attention aussi à votre consommation d'alcool, c'est très important. Celle notamment qui pourrait vous faire perdre toute dignité ou vous faire réapparaître au bureau le lendemain dans un état pitoyable. C'est un secret pour personne. Le jour d'après, à la machine à café, on débrief l'afterwork. Voilà, la modération à tous les niveaux vous permettra d'éviter d'être au cœur des potins de la machine à café. Alors, toujours des réticences. Pour certains, on l'a vu que 59% quand même des salariés ne faisaient pas d'afterwork. Ils vont faire after-footing. Pour certains, c'est une épreuve, un exercice d'équilibrisme, parce qu'effectivement, on est dans un cadre informel. Il faut faire attention, on a envie de s'amuser, mais c'est encore le boulot. C'est très compliqué. Quel masque on utilise effectivement, n'oubliez pas que rien ne vous oblige à vous y soustraire, ni de prolonger les hostilités. Petit passage rapide, pourquoi pas, histoire de ne pas finir dans la catégorie des rabat-joie, de montrer aussi votre esprit corporate, et on sait à quel point c'est important. Puis après, des mois et des mois de télétravail, ça vous fera peut-être plaisir, vous serez ravis de retrouver vos collègues en physique. Et puis, ce sera un petit peu différent que ces after-work qu'on a pu voir fleurir ces temps derniers. Des after-work en visio, c'est quand même plus sympa de partager un verre avec des collègues en vrai. Merci Fanny. Ce soir, on verra donc des bars avec des verres qui claquent et des collègues très contents de boire ensemble. Totalement. Moi, je vous invite à boire un café juste après l'émission. Oui, c'est moins fun qu'une petite bière ce soir. Mais c'est trop tôt. C'est déjà ça. C'est trop tôt. Puis attention aux photos où vous êtes ivre-mort et qui circulent évidemment sur les réseaux sociaux, qui décribilisent modération pour votre vie entière, votre image. C'est important. L'afterwork, un peu, mais pas trop. Tout de suite, c'est une pause. On se retrouve juste après pour un grand entretien. C'est le Cercle RH avec Sandrine Quétier. Tout le monde la connaît, présentatrice de télévision. Vous l'avez vu, elle a changé de vie. Elle va nous en parler. Et puis elle porte, et on en parlera avec elle, un programme, le programme Phoenix. Comme son nom l'indique, c'est renaître de ses cendres après un échec, après une rupture. Comment faire pour transformer sa vie on en parle tout de suite, en tout cas après cette pause, avec elle et avec justement une des participantes à ce programme Phoenix. C'est juste après la pause. Le Cercle RH en forme de grand entretien aujourd'hui avec Sandrine Quétier. Bonjour Sandrine. Bonjour Arnaud. On est très heureux de vous accueillir sur un plateau alors que Bismart, c'est l'emploi, c'est les RH. Ouais. Vous êtes devant votre poste, vous dites mais on la connaît Sandrine Quétier. Oui. Animatrice télévision pendant 20 ans sur TF1, des grandes émissions, des grandes soirées. Avant de parler de votre programme Phoenix, comme son nom l'indique, Phoenix, renaître de ses cendres, on va voir des extraits. Vous aussi, quelque part, vous avez, avant de faire ces programmes, parcouru ce chemin vous-même. Exactement. De dire, je passe à autre chose. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quitté l'animation de la télévision en 2017, mais ça n'a pas été une décision qui a été faite qui a été prise du jour au lendemain. C'est-à-dire que ça faisait 2 ans, je me disais, j'ai envie de faire d'autres choses, j'ai envie de faire de la comédie, j'ai envie de faire de la musique que je fais, j'ai envie de produire des programmes. Donc ça se prépare. Donc intellectuellement et financièrement, je me suis préparée à ce grand saut. Ce qui fait qu'en 2017, j'ai décidé d'arrêter l'animation télé. Mais au-delà de la partie, je dirais, très organisationnelle que vous nous décrivez, il y a une partie intérieure. C'est ce que racontent ces femmes. On en verra une, elle va arriver, elle est bloquée, on vous le dit, dans les embouteillages, pour le dire directement. Il y a un processus intérieur qui se fait. On est obligé de quoi poser sa vieille peau, la peau de présentatrice. Comment on fait pour muer ? En fait, c'est une mutation qui se passe sur plusieurs années, et je crois qu'il faut essayer de se recentrer un peu sur ce dont on a envie. Moi, j'arrivais à un moment de ma vie où les programmes télé qu'on me proposait ne me convenaient plus. Ne me convenaient plus pas parce qu'ils étaient pas bien, mais parce que j'avais le sentiment d'en avoir fait le tour. Et lorsqu'on est animatrice dans du divertissement, c'est très compliqué pour une chaîne de télé de vous dire ok, on va te mettre sur du magazine, on va te mettre sur des choses différentes. Vous êtes rangé dans une boîte, quoi. Oui, et en France aussi, d'ailleurs, c'est un peu le propos du Phoenix, on est rangé dans une boîte. Donc il fallait pour moi complètement abandonner cette carrière que j'adore, je crache pas du tout dans la soupe, j'ai eu très belles années en télé, pour faire des choses, je pense, qui me ressemblent davantage. Mais c'était plus en phase avec vos valeurs, votre façon de voir le monde. On n'est pas immuable dans la vie, on évolue chacun, et moi j'étais à un moment de ma vie où je me
me suis dit, j'ai envie de produire des choses, j'ai envie de faire autre chose de ma vie. Alors, comédienne, ça c'est une Oui. expérience que vous avez commencée et que Ouais. vous allez poursuivre. Et puis, je ne sais pas si on a cette photo, mais on l'a récupérée juste C'est vrai? pour montrer qu'à un moment donné, il faut aussi savoir briser les chaînes et puis faire ce qu'on a envie de faire. C'est cette photo du groupe Oui. The Joker, Oui. Jokers, où là, vous brisez les chaînes. Hein. Là, Ouais. c'est Kiss. Alors là, ça c'est fait- vous. Hein, ouais, ça existe depuis 10 ans, ce groupe, effectivement. On a eu la chance de faire beaucoup de tournées, de faire des premières parties dans des zéniths. Donc, c'était quelque chose que j'ai mené en parallèle avec ma carrière d'animatrice. Mais donc, c'est des choses qui sont en gestation, et on va parler Ouais. de Phoenix, qui sont en gestation en vous, que vous portez, mais qui ne sont pas révélées, puis qui tout d'un coup vous dites Non, c'est le parce bon que- moment. Alors, il y a plusieurs choses. On a quand même ce gros sentiment d'illégitimité aussi en France. C'est-à-dire que tu es animatrice, tu Ouais. dois rester animatrice. Évidemment. Et donc, c'est assez compliqué. Et c'est quelque chose que moi, alors je ne sais pas les autres, j'ai eu du mal à accepter et me débarrasser de ça. Pour les Jokers, ça fait 10 ans. Puis là, je suis sur un autre projet musical qui va sortir bientôt, qui n'a rien à voir avec les Jokers. Rien à voir. Qui est né du confinement. Né du confinement. Oui. Donc, pas la même scénographie et Non, pas les mêmes. non, c'est-à-dire que là, comme ça. Voilà. Voilà, brut. Brut. C'est parce que là, vous aviez un masque quand même. Là, vous avez un masque. Mais dans- c'était génial Ouais. parce que ça crée un personnage et encore voilà. une fois, ça permet de se cacher un peu. Alors, Phoenix, racontez-moi, parce que c'est la BPI qui va Oui. porter et qui porte ce projet. Alors, c'est un mot que j'aime pas trop, pour être honnête, mais c'est vrai que là, il colle bien, c'est la résilience. C'est comment est née cette idée on en revient peut-être à vous, finalement. Bien sûr, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'elle est née pendant le confinement. Donc, je travaille avec 2 autres jeunes femmes, hein, Félicia Massoni, Isabelle Galievski, en se disant, moi, j'ai eu cette chance de pouvoir changer de vie et de faire ce que j'avais envie après, et de le mettre en place et d'avoir le temps de le construire. Mais il y a 2 phénomènes. Il y a l'arrêt de l'économie française qui fait que de jeunes chefs d'entreprise et beaucoup de chefs d'entreprise vont se retrouver dans des situations précaires, voire dramatiques. Et puis, comment est-ce qu'on peut transformer des échecs qu'on peut avoir dans la vie en quelque chose de vertueux? En fait, ce sont les vertus de l'échec. Donc, on a mouliné tout ça dans nos petites têtes et on s'est dit, on va créer un programme qu'on va aller proposer à la BPI. Qui mieux que la BPI pour parler de ce genre de... Qui accompagne les et qui entreprises, qui accompagne les aide. exactement, qui est là, si on se relève et on se révèle, hein, c'est un peu leur baseline. Donc on est allé leur proposer des parcours d'hommes et de femmes qui, à un moment de leur vie, ont connu un, voire plusieurs échecs. Que ce soit, alors, on s'est concentré sur le professionnel, mais on voit aussi que souvent, ça entraîne des choses plus personnelles. Et de dresser leur portrait et de voir que de cet échec, ils ont créé quelque chose de fort et qu'ils sont mieux aujourd'hui que ce qu'ils n'étaient avant. C'est très intéressant, c'est presque une philosophie bouddhiste, c'est-à-dire qu'il faut presque il faut presque tomber plusieurs fois Oui, alors, pour est-ce que devenir un homme fort, un être humain Je fort. ne sais pas si c'est un passage obligatoire, peut-être pas. Il y a des gens qui toute leur vie vont connaître le succès, mais il faut arrêter de se décomplexer en se disant on a un échec, on est un loser, on a un échec, on est bon à rien. Non, on a un échec, on va se servir de cet échec, de l'essence de cet échec pour grandir et pour faire des choses encore mieux. Mais vous, dans vos 20 ans, Oui. avant de basculer dans votre autre Du côté vie, obscur, c'est voilà, ça. dans l'autre côté de la pièce, est-ce que vous avez eu le sentiment de connaître des échecs ou avoir finalement Non. une vie qui, voilà, tout allait très bien, quoi. J'ai eu beaucoup. Non, je dois reconnaître que j'ai jamais été confrontée à Ça des roulait, choses, comme on dit. Oui, ça roulait. Ah ben ça roulait tranquille, ça roulait bien avec des périodes plus ou moins fastes, mais ça roulait. Non, moi je n'avais pas connu ça. C'est pour ça que je ne peux pas en parler, je ne connais pas l'échec. Ce que je peux vous dire, c'est que le changement de vie, quand il est subi, ça ne doit pas être quelque chose d'évident. Et ces gens-là ont trouvé la force, la résilience en eux, et aussi avec l'aide des autres, hein, bien sûr, pour pouvoir transcender cet échec et en faire quelque chose de positif. Avant qu'on accueille Carolina Rilzer, on va voir son histoire en vrai, puisqu'elle va venir nous rejoindre, Oui. si d'aventure les voitures veulent la libérer Oui. de l'embouteillage. J'aimerais qu'on voit un extrait, Bien sûr. pour qu'on voit aussi le programme, la façon dont vous l'avez réalisé, qui est à la fois très intime. Alors, vous menez, je pense que vous êtes dans la conduite. On écrit avant ces programmes. Oui, c'est très écrit. Hein. On écrit, on a des interviews avec les personnes que nous En allons... prépa complètement en prépa, ils nous racontent leur histoire. Oui, on écrit, on tourne 1 heure pour monter 4 minutes, oui. C'est ça, c'est des programmes qui sont assez flash, Oui. mais qui sont dans une densité Oui. assez incroyable. Oui. Pour se mettre l'eau à la bouche, est-ce qu'il est possible nous envoyer le magnéto, non pas le magnéto Serge, pour faire une vieille référence à la... On peut dire magnéto Serge. C'est assumé. Oh, c'est assumé. Alors j'assume Magnéto Serge, ça c'est bien plaisir de pouvoir le dire. C'est Carolina Rilzer qui est créatrice et designer. Madame C, Oui. qui est son bébé, mais vous allez voir, elle est passée par des phases plus compliquées. J'ai une de mes filles qui me dit
maman, tu nous as toujours dit que c'était très très important d'être aligné et d'être à l'écoute de ce qu'on ressentait. Et on a l'impression que tu n'es plus complètement épanouie. Donc si tu n'es plus complètement épanouie, pourquoi tu continues ? Et je lui ai dit qu'elle avait raison. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où tu as pris tes affaires en 2 heures, en 2 minutes et que tu as quitté cette société et tu n'es jamais revenu ? Le vide, un vertige terrible. En fait, c'est comme si le sol s'ouvrait totalement sous mes pieds. Et donc, je suis dans un état de flottement où je me dis pourquoi je fais ça ? Pourquoi je pars alors que c'est le travail que je construis depuis 6 ans ? Ben, j'ai pas le choix, je suis obligée de le faire. Un vertige incroyable. Évidemment, je pleure. Évidemment, je pleure. C'est nécessaire. Puis, il faut que ça sorte, en fait. Et je pense que pour renaître, il faut un peu mourir. En fait, c'est nécessaire. Elle est forte, cette dernière phrase. Ouais. Mais je pense qu'elle a vraiment vécu ça. Puis en plus, Carolina... C'est une mort sociale, c'est une mort... C'est un multiphénix, hein, c'est-à-dire qu'elle en a eu plusieurs dans sa vie. Oui. Bah, c'est une femme qui est absolument incroyable, qui vient du prêt-à-porter et qui s'est lancée dans la création de combinaisons sous une marque qui s'appelait Carolina Ritzler, qui s'est associée, ça s'est pas très bien passé, elle a dû quitter l'entreprise et elle est repartie from scratch, comme on dit, avec rien. Dans un tout petit appart avec ses enfants, et elle a remonté Madame C. Voilà, c'est quelqu'un de très résilient et une artiste en plus. Dans l'élément, dans la capsule complète, elle raconte quelque chose d'assez intéressant qui nous concerne, nous, ici, à Smart Job, c'est elle perd le contrôle de son entreprise. C'est-à-dire que c'est très intéressant. Elle dit, à un moment donné, j'ai besoin je suis diluée, j'ai besoin de fonds de trésorerie et de roulement, j'ai besoin de trésor, donc la trésor, je la perds, elle se dilue et j'ai plus la main. Complètement. Ça a été, et je crois que ça, c'est assez vertigineux à ce moment-là pour elle, effectivement, puisqu'elle n'a plus le contrôle de la propre marque qu'elle-même a créée, où elle y a mis son cœur, où elle y a mis toutes ses tripes et toute son énergie. Mais excusez-moi d'y revenir à cette notion de liberté, parce que au-delà de la joie que vous avez eu à faire ce métier pendant 20 ans, qui vous a fait vivre, qui vous a comblé, vous étiez une personnalité connue, reconnue. On demandait des autographes. Ouais. Il y a quand même la notion de liberté dans ce qui ressort dans ce que nous dit Carolina. Mais c'est exactement ça. C'est comme ça le moteur de tout ça. Être libre ou pas ? Oui, c'est-à-dire que c'est avoir la liberté de ses choix, d'assumer ses erreurs et ses échecs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis dans une situation où je ne m'interdis rien. C'est-à-dire que j'en ai marre aussi d'entendre dire faut pas faire plusieurs choses en même temps parce que tu ne les feras pas bien. Non, c'est faux. C'est entièrement faux. Alors, on peut pas toutes les faire forcément simultanément, mais on a le droit d'être multiple, on a le droit de faire plusieurs choses, et je revendique ce droit et cette liberté. Et c'est ce que j'essaie d'inculquer aussi à mes enfants. On a le droit de se tromper dans ses études, on a le droit de recommencer, c'est pas mal. Mais on est un pays où l'échec... on s'enlève difficilement et on est montré du doigt. Alors, je ne sais pas si c'est un loser, un mec exactement. Voilà. On a l'étiquette du loser, à l'inverse des pays de l'Amérique et des Nord-Américains, où on comprend que l'échec construit quelqu'un aussi, qu'on apprend de ses échecs. Nous, c'est compliqué en France, on n'a pas du tout cette mentalité-là. Les autres programmes, alors là, on avait Carolina qui... J'espère qu'elle va arriver. Sinon, elle nous dira au revoir. Elle nous dira au revoir, ça aurait été un moment agréable. J'aurais été avec Sandrine Quétier pendant près de 18 minutes, c'est un petit privilège. Les autres programmes, les autres personnalités que vous présentez dans Phoenix, c'est quoi ? C'est qui ? Alors, on a des chefs d'entreprise, des serial Phoenix, Sylvain Tillion, par exemple, qui a monté plusieurs entreprises. On a aussi Didier Roche, vous savez, les spas dans le noir. Lui, son Phoenix, il en a eu plusieurs tout au long de la vie, mais c'est un Phoenix aussi un peu personnel, puisqu'il a perdu la vue à l'âge de 6 ans et qu'il a réussi à monter des entreprises. Il nous raconte un peu son parcours de vie. On a cette femme qui s'appelle Anna Sam, qui rêvait d'être éditrice, qui a été caissière et qui en a sorti un livre, Les tribulations d'une caissière, qui a été adapté au cinéma. Absolument. Et qui aujourd'hui travaille dans l'édition. On a Alexia Chassagne qui s'est fait déposséder de sa société Juste Pressé et qui l'a racheté. Un peu à la Carolina. Voilà, et qui l'a racheté pour ensuite, aujourd'hui, elle est en pleine lancée. Voilà, on a des parcours et des profils assez différents, mais tous avaient cette volonté de s'en sortir, ont eu parfois des coups de main, ont fait le tri aussi dans leur entourage proche, ont dû gérer des problèmes familiaux complètement, oui, parce que du jour au lendemain, vous brillez plus. Donc on a moins d'amis. On a forcément moins d'amis. Vous avez eu moins d'amis, vous d'ailleurs ? Alors, moi, d'un coup, ça s'est un peu... Non, parce qu'en fait, j'avais tout anticipé. J'avais anticipé les gens que je... Vous savez, vous avez travaillé longtemps à l'avance. J'ai mis 2 ou 3 ans. Ouais. Moi, je suis une besogneuse. C'est pas un coup de tête. Pas du tout. Alors, ça peut paraître de l'extérieur un coup de tête parce que forcément, la nouvelle tombe de manière abrupte. Mais moi, ça faisait 2 ou 3 ans et je savais qui j'allais revoir et qui je n'allais pas revoir. Donc, c'était un long processus intérieur. Oui. Vous aviez pris une décision à l'intérieur de vous, puis tout d'un coup, elle émerge au grand public. C'est ça. Au concours de plusieurs facteurs dans ma vie qui ont fait que je me suis dit, allez, c'est ce moment-là, parce que sinon, tu vas repasser encore une année, certes agréable, à faire des programmes télé, à voyager, à faire des choses comme ça, mais c'est pas l'essence de ce que tu veux faire et de ce que tu veux être. On a une rubrique dans l'émission qui s'appelle Bien dans son job. Là, c'est
un peu bien dans votre vie. J'ai le Oui. sentiment que vous êtes plus épanoui encore qu'avant, même Oui. si vous aviez plaisir à faire le métier de présentatrice et Complètement. d'animatrice. Mais complètement parce que je fais ce que je veux. C'est-à-dire que je prends les décisions que je mène à terme ou pas. Hein, ça, c'est un autre débat. Je fais ce que je veux. Certes, je me suis allégée financièrement, mais ça, c'était anticipé Ouais, aussi. c'est ce que vous disiez. Hein, Oui. il y a un sacrifice parce que Mais tout c'est ça. pas un sacrifice en fait, parce qu'encore une fois, c'était quelque chose qui était géré et Dieu merci, je suis quand même pas la plus à plaindre. J'ai eu un métier, j'ai gagné très bien ma vie pendant 20 ans, je continue à bien gagner ma vie, tout va bien. Mais c'est vrai que voilà, il y a aussi ça. Mais Et puis ouais. les enfants qui me disent mais maman, qu'est-ce que tu vas faire? Bah je sais pas. En fait, si je sais, mais là j'ai rien de concret. Mais c'est intéressant ce que vous dites là aussi, c'est il faut accepter la fragilité, Oui. le risque, et aussi de se déposséder aussi des choses matérielles qui Complètement. parfois vous encombraient. C'est quand même une philosophie là que vous êtes en train de nous présenter. Alors je ne sais pas si c'est une philosophie. En tout cas, moi, Enfin, une manière de vivre. oui, c'est une manière de vivre. Je pense que voilà, si on veut coller effectivement au mieux à ce qu'on est et à notre essence, eh ben oui, il faut s'écarter des choses qui sont peut-être un peu plus superficielles. Et Oui, donc c'est un vrai travail intérieur. Oui. Juste, toujours en attendant Carolina, mais c'est un peu en attendant Godot. Vous voulez en me fait. raconter des blagues, c'est ça? Moi, je peux peut-être faire une histoire belge, peut-être, Peut-être. mais je n'en ai pas sous le. Non, juste un mot quand même. Ce qui moi, m'intéresse dans votre parcours, c'est le fait que vous soyez allé voir la BPI. La BPI, c'est Oui. la relation aux entreprises, qui n'était pas votre univers Alors traditionnel. moi, j'étais d'abord, avant de faire de la télé, je Ouais. viens de l'entreprise. D'entreprise. Ouais. Mais vous avez quand même passé 20 ans dans l'animation, la lumière, le maquillage. Tout d'un coup, vous repartez finalement. L'entreprise, ça dit quoi pour Alors, vous? l'entreprise, elle m'a jamais quittée. C'est-à-dire que moi, j'ai ma boîte de prod depuis 12 ans maintenant. J'ai toujours conservé un lien avec l'entreprise. Je me rappelle de Christian Blachas, qui a été un de mes papas de télé. Voilà. L'homme de la pub. Ben oui, j'avais pu travailler aussi avec lui un Ouais. peu pour Culture Pub. Bien sûr, il y a grande quelques- émission. Il y a quelques années, n'est-ce pas? Moi, l'entreprise, elle a toujours jalonné ma vie. Hein. J'ai toujours travaillé, j'ai animé des séminaires, j'ai animé des conventions, j'ai fait des choses pour des entreprises. Mon papa était un entrepreneur, donc Ouais. c'est pas quelque chose. C'est un univers que vous connaissez. C'est un univers que je connais bien et c'est un univers qui m'intéresse parce que chaque entreprise que je peux rencontrer, il y a une histoire, il y a une culture, il y a des gens. Voilà, ça m'intéresse. Vous pensez que le monde va changer grâce à qui? Grâce, parce qu'on est enterré dans une campagne présidentielle. Je ne vous demande pas de faire de la politique, Mhm. mais le monde change par l'entreprise ou par les politiques? Non, Est-ce moi, que c'est l'entreprise qui va transformer le monde? Si les politiques lui en laissent les moyens de se développer correctement, oui, Ouais. l'entreprise, bien sûr. C'est elle qui... Et l'homme, c'est l'homme derrière l'entreprise surtout. C'est la volonté d'hommes et de femmes au travers d'entreprises ou d'initiatives collectives ou de choses comme ça, bien sûr, qui vont faire évoluer les choses. Quand on écoute Carolina, vous considérez qu'il y a aussi un caractère, je dirais, presque médicinal de transmission. Quand on écoute Carolina et qu'on le reçoit, ce message, on se dit... après tout, si elle a pu, moi je peux J'espère le que ça faire. va donner. C'est ça Mais l'objectif. j'espère que ça va donner envie. Alors il y a un double objectif. Déjà, des gens qui se posent des questions d'oser et de se dire que C'est c'est ça. possible. Les femmes. Des femmes, des hommes. Et puis il y a des gens aussi qui ont connu un échec à Voilà. désirer. Alors, en direct, asseyez-vous là, Carolina. Mais non, c'est un plaisir. J'ai dû vous annoncer à peu près une dizaine de C'est fois. ça. On n'a pas parlé de toi. Vous étiez bloqué dans les embouteillages. Complètement. C'est la vie, c'est la Je vie. suis infiniment désolée, tout est bloqué, il Oui, pleut, et mais quand oui. il pleut à Paris, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les voitures roulent plus. Voilà, C'est on ça. s'arrête. Sandrine était en train de m'expliquer l'importance de l'entreprise, de la société, du monde qui se transformait. Puis elle m'a arrêté, elle m'a dit non, c'est pas l'entreprise qui va transformer le monde, c'est les hommes. Ouais. Vous en faites partie. On vous a vu il y a quelques minutes témoigner face caméra sur votre capacité de résilience et de rebondir. Vous êtes une femme heureuse aujourd'hui? Parce qu'on vous a entendu. Tout s'est effondré sous vos pieds, vous avez Oui. beaucoup pleuré. Et puis on pleure, puis après on reconstruit. Ouais. On pleure et on recommence. Et en fait, je pense que c'est comme ça. C'est ce que je disais lors de l'interview. D'ailleurs, je remercie la BPI, je remercie Sandrine d'avoir Pris le temps, Félicia, ouais. la production, tout ça, d'avoir fait cette interview, parce qu'il n'y a pas que moi, il y en a d'autres. C'est des Ça histoires vous a fait de du vie. bien de le raconter? Oui, ça m'a fait énormément de bien. Moi, ça m'a permis peut-être de mettre passer des mots. encore une fois autre chose. Et puis de mettre des mots en fait sur des émotions aussi. Exactement, de mettre des mots. Et je pense que tout ça, ça fait partie de la vie. Et le raconter, le transmettre, permet aux autres de voir qu'en fait, l'échec n'est pas un échec. Il y a la notion de peur, on ne l'a pas évoqué, mais Oui. l'échec renvoie à la peur, Oui. à la Complètement. notion de peur. Et Si j'échoue, alors si je le fais, j'ai peur, parce que j'ai peur d'échouer. Cette peur, elle vous a traversé, vous avez fini de pleurer, vos larmes ont séché, Ouais. puis vous êtes assise et vous êtes dit, bon, je reprends mes armes ou je passe à autre chose, j'ai peur parce que je peux encore rééchouer. Comment ça se vit dans cet instant intérieur, cette réflexion très intime?
En fait, la peur fait complètement partie de la vie. Elle est nécessaire et je pense qu'à un moment donné, elle peut devenir un moteur. C'est-à-dire qu'il va falloir inverser, c'est ce que je disais, changer l'angle de vue. Soit on le regarde et on se dit finalement cette peur, elle me paralyse, C'est ça. elle va m'empêcher d'avancer. Soit on va changer son axe, on va regarder cette peur, s'en servir et se dire je vais utiliser finalement toutes les craintes que j'ai eues depuis le début. Et puis qu'est-ce que j'ai à perdre finalement ? Là, j'ai déjà construit. Je suis tombée une fois, mais finalement, je ne suis pas tombée. J'ai appris. Je suis vivant. Je réutilise ce qui m'est arrivé pour en faire quelque chose de meilleur et de mieux. Moi, je trouve que tout ça, c'est extrêmement positif. Et encore une fois, c'est la vie. Oui. On ne peut pas une ligne droite. C'est bien de pas réelle. l'entendre. Hein. C'est bien de l'entendre parce que la culture, même éducative, c'est la culture du non-échec. Bien sûr. À l'école, De la une réussite. mauvaise note, Oui. c'est un échec et c'est sanctionné. Complètement. Il y a un débat quand même dès notre enfance. Complètement. Alors là, on va rentrer dans un sujet. Moi, je vais rester des heures. Hein. Malheureusement, il va nous rester 4 minutes 20. Je suis bien embêté. Non, mais c'est un vrai sujet, ça. C'est un vrai sujet. Donner la vrai force sujet. Ouais. à nos enfants de devenir des entrepreneurs, donc accepter l'échec pour avancer Le valoriser. et le valoriser. Oui. Et le valoriser, d'accord, Ouais, Sandrine? je suis complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un... De la note et de On l'échec. est dans la sanction, en fait. On est dans la sanction, on est dans c'est pas bien, c'est... On élimine, on est dans jette la une partie. comparaison, on est dans ce genre de... sans aller voir l'essence de chacun et d'essayer de la valoriser. C'est aussi, encore une fois, un peu la méthode française, ça, parce que c'est pas partout pareil. Oui, il y a toujours Oui, ce côté... anglo-saxonne, américaine. Complètement. Il y a toujours ce côté qui va être le meilleur, mais finalement, il n'y a pas de meilleur. Chaque personne a quelque chose à apporter d'une manière différente, avec son histoire de vie. Complètement. J'ai essayé de dire, Carolina, bonsoir madame. Bonsoir, Parce madame. que vous avez quand même votre marque maintenant, Oui. Et vous êtes maître à bord, non mais il faut quand même le dire. Ouais. On donne Elle est la parole. incroyable. Hein. C'est-à-dire que là, on la connaît, on connaît sa casquette de femme d'entreprise, mais elle crée, elle peint, elle chante. Elle a créé un lieu absolument génial dans Paris. Non, mais elle est dingue, hein, je vous le dis. Donc vous êtes heureuse. C'est mon agent. C'est vrai. Ouais, c'est ça. En fait, les interviews pour Sandrine, c'est aussi des rencontres. Ça crée comme ça des liens très très forts. Ça a été des moments, mais ça a été des moments d'une émotion et d'une D'intensité, intensité, ouais. oui, Ça complètement. se sent. À chaque fois, ça a été vraiment. Ouais, ça m'étonne pas. Et puis moi, je suis en admiration devant ces personnes aussi, quoi. C'est-à-dire qu'elles ont, elles ont connu l'échec, comme je vous dis, pour certaines à la fois perso, professionnel. Voilà, il y a eu des moments, j'imagine, de découragement, de désespoir, mais non, elles se sont accrochées, elles se sont relevées et elles se sont révélées. Donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Vous avez vu, Sandrine, moi je suis resté très très longtemps comme ça dans l'incertitude et la peur que Carolina ne vienne pas. Je me Elle suis est accroché. arrivée. Et C'est puis votre on s'est relevé, phénix. quoi. Vous êtes servi de cette peur. Et je me suis servi de cette peur et j'ai essayé d'aller le plus loin possible. Et on est vraiment heureux de vous accueillir. Merci. Un dernier mot Oui. à chacune. Demain, c'est quoi? Alors la chanson, c'est Demain, c'est loin, mais pour vous, demain, c'est quoi? Demain, la chanson, le théâtre, la comédie. On tourne des podcasts qu'on a appelés les Invisibles pour la GSF sur les invisibles essentiels. On part en Les invisibles essentiels. les invisibles, oui. Donc ceux qu'on ne voit pas et qui sont Exactement. essentiels à nos vies. Exactement. Bien sûr. Voilà, donc ça, on part en tournage pour GSF en podcast la semaine prochaine. Ce sont des projets avec Carolina. Et puis, c'est tout ce que je ne sais pas encore et qui me réjouit d'avance. C'est ça. Ouais. C'est ce qui n'est pas écrit qui devient Exactement. excitant. Pour vous, c'est quoi? C'est une collection? C'est vendre, Il y a ouvrir plein des boutiques? C'est quoi? Il y a plein de trucs. Alors déjà, cet été, on part en combi, vendre des combis. D'accord. Donc, En combi. Volkswagen. oui, Volkswagen. D'accord. Ouais, je trouvais ça assez rigolo. Incroyable. De ne pas attendre que les gens viennent à nous, mais d'aller à la rencontre des gens. Comme le fait la BPI, d'ailleurs, ils font Exactement, le des- Big Tour. le Big Tour, c'est Ouais. ça? De vendre un produit comme si c'était un petit bonbon, un paquet de dragibus, vous voyez, de raconter une nouvelle histoire, de proposer quelque chose de ludique et un peu de pétillant. Et finalement, on est quand même dans une période, pour être très honnête, qui a été extrêmement On difficile. va mettre un peu de couleur, un peu de Ouais, vie. on va mettre un peu de couleur, De joie. de peps, de joie, arriver sur les plages avec un gramophone et de dire oyez, oyez, bonsoir, bonjour, aujourd'hui on va vendre des combis. Vous avez une Et pêche. pourquoi Ouais. pas. Vous avez une énergie, et ça va commencer à l'été, donc Ouais, forcément. ça commence à l'été. Elle a Et reçu puis, son combi il y a 2 jours. Oui, D'accord. Ouais. trop contente. On n'a pas- Il est trop Quelle beau. couleur avant de nous quitter? Alors, Si il je vais est sur les plages, je me dis, sable, tiens, sable. il est sable et on va évidemment le mettre aux couleurs de Madame C avec le logo Madame aime les plages, Madame aime le soleil. On va raconter toute une histoire. On a écrit une chanson sur le démarrage de ce tour. On reviendra Donc, vous voir. C'est génial. Bah, pour J'ai venir. passé un très agréable moment en Bah, votre nous aussi. compagnie. Sandrine, bon vent pour la Merci. suite de vos aventures sur les Invisibles. Vous viendrez nous en parler des Invisibles. Avec Parce que plaisir. ça, c'est des personnalités qu'on ne voit pas, mais qu'on- Exactement. Là, on va les entendre, Voilà, croyez-moi. et Ouais. en podcast, on est En d'accord. podcast, oui. Et merci à Carolina Rilzer d'avoir réussi comme ça à venir Merci. coûte que coûte. C'est Wonder Woman. Créatrice, designer, l'une des phénix
un des programmes Phoenix de Exactement. Sandrine Quétier. Alors, On voit à partir de demain d'ailleurs, demain sur toutes les antennes de la BPI. sur les antennes, c'est la question que je voulais vous poser, sur les antennes de la BPI, c'est une Exactement. collection Oui, que tous vous les avez 15 constituée. jours, il y aura une dizaine de témoins et tous les 15 jours, on découvrira un nouveau témoin. Un nouveau témoin tous les 15 jours. Ne manquez pas le rendez-vous. C'est Sandrine Quétier, notamment avec Carolina Rilzer. C'est bientôt terminé. C'est la rubrique Fenêtre sur l'emploi. On revient au recrutement, au dur. Bah oui, recruter. Bah oui. C'est le sourcing. Bah oui, parfois on n'a pas de réponse. Bah vous allez voir, une entreprise s'occupe bien de vous offrir une réponse et peut-être même de vous trouver un emploi. C'est tout de suite, c'est Fenêtre sur l'emploi. De nombreux candidats, on peut le dire en matière de recrutement, n'ont pas de retour. Ça, c'est une question qui agace, qui désespère même pour certains, parce que je n'ai pas eu de retour. On en parle avec Camille Confroy. Vous êtes CEO de Work4. Exactement. C'est Work4 ou Work4 Work4. En Work4. Pourquoi Work4 Alors, pourquoi Work4 C'est une super question. Je ne sais pas exactement, en réalité. Non, c'est un jeu de mots, Work4. Travailler pour, c'est de l'anglais. En fait, on est une société à la base américaine, créée à San Francisco, et français depuis quelques années quand même. Mais donc, il y a des Français qui nous disent Work4, et on leur dit non, c'est Work4. Moi, j'ai commencé le lancement, vous l'avez peut-être manqué, mais en disant Work4, je l'ai francisé. Work4, Work4, spécialiste du sourcing. C'est quoi la philosophie? C'est quoi l'idée? C'est que vous vous êtes rendu compte d'une difficulté finalement dans le sourcing? Alors, en fait, on s'est rendu compte de différentes choses. Premièrement, on a une technologie de recrutement qui s'est spécialisée dans le recrutement des métiers peu et moyennement qualifiés, qu'on appelle désormais les métiers essentiels. Et pourquoi ça? Tout simplement parce que j'imagine que peut-être que vous avez un profil LinkedIn, je vous ai vu tout à l'heure taguer dessus, parce que vous êtes qualifié. Vous avez, on va dire, un métier de cadre. Pour les profils non cadres, ces gens-là ne sont pas sur les réseaux professionnels. C'est exact. Et du coup, si vous cherchez un emploi, vous allez aller sur le site de Pôle emploi ou sur un job board, mais lorsque vous ne cherchez pas un boulot, on ne peut pas rentrer en contact avec vous. Alors qu'effectivement, un cadre, Ouais, assez facilement, on peut le toucher. on vient vous dire salut, Vous sur m'intéressez, LinkedIn, vous ouais. m'intéressez, on récupère une petite pub, etc. Ces profils donc, essentiels, donc non cadres, on ne peut pas s'adresser à eux. Et on s'est dit, mais comment est-ce qu'on pourrait parler avec ces gens-là? Et assez simplement, on utilise des technologies qu'ils utilisent au quotidien, notamment les réseaux sociaux. Et donc, ces gens-là qui passent énormément de temps sur les réseaux sociaux, enfin, tout le monde passe beaucoup de temps. Tout le monde. En France, je crois que c'est 1h30 par jour passé sur les réseaux sociaux. Donc, on va utiliser notamment les réseaux sociaux pour proposer des métiers à ces personnes-là, parce que les entreprises ont du mal à entrer en contact avec eux. Alors, il y a 59%, on va voir ce chiffre, il est quand même très important parce qu'il y a une enquête qui a été faite qui était assez riche et assez complète. 59% des candidats déclarent être souvent sans retour des recruteurs au cours de leur processus de recrutement. Là, on vient d'évoquer évidemment la capacité de pouvoir toucher une nouvelle population, des gens qui cherchent un emploi ou pas forcément d'ailleurs, mais qu'on pourrait attirer. Et puis, il y a quand même cette problématique que vous soulevez, qui est le fait que les entreprises sont tellement engorgées de demandes, certaines, c'est qu'en fait, elles ne répondent plus. Alors effectivement, ce qui est assez surprenant sur le marché de l'emploi, c'est qu'il y a vraiment une incompatibilité entre l'offre et la demande. En ce moment, il va y avoir des milliers de personnes qui cherchent du boulot, et en revanche, les entreprises n'ont pas forcément en chercher. À l'inverse, dans certaines régions, c'est complètement l'opposé. Ouais. Et, donc, Et dans certains secteurs aussi. Exactement. Et donc la difficulté, c'est de pouvoir faire correspondre l'offre et la demande. On s'est rendu compte effectivement que dans certains cas, les entreprises croulaient sous les demandes ou n'avaient pas forcément les outils adaptés à traiter ces candidatures. Bien sûr. Et donc, on ne répond pas. Et ce qui est assez paradoxal, parce qu'il y a un autre élément de l'étude qui est intéressant, parce qu'on a posé la question aux candidats, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous gêne pour candidater? Il y en a, je crois, 45% qui disent que la réputation et les valeurs de l'entreprise, c'est un élément essentiel. Donc en fait, une entreprise qui ne répond pas, elle a forcément en tout cas une réputation qui peut se dégrader, ce qui vient complètement non convaincre les candidats de venir postuler. Work4, qu'est-ce qu'il propose concrètement? Quel service vous proposez pour accompagner l'entreprise et donc mettre en relation l'offre et la demande? Parce que c'est tout l'enjeu du travail que vous venez. Quel est le service proposé par Work4? Justement, on est une technologie qui va permettre, donc on travaille des grandes entreprises qui ont des forts besoins de recrutement, donc notamment sur ces métiers dont je viens de parler. Et donc notre approche, c'est d'aller utiliser les technologies du quotidien, notamment les réseaux sociaux, et d'aller pousser des offres d'emploi, soit en utilisant des technologies publicitaires, soit en utilisant d'autres technologies, à des candidats, en leur disant, voilà, telle entreprise recherche un candidat comme toi, est-ce que ça t'intéresse de candidater?
la personne va, oui ou non, s'intéresser à un petit formulaire de candidature. En quelques clics, elle candidate. Et ensuite, nous, on va transmettre cette candidature à l'entreprise qui le recevra ou pas en entretien. Donc vous êtes un facilitateur ? Exactement. C'est ça l'idée. Donc il faut aller très très concrètement pour ceux qui en ce moment même cherchent un emploi, parfois de saisonnier, parfois temporaire, parfois en CDD, parfois en CDI. Il faut aller sur votre plateforme Workfor. Alors, comment on fait là? Expliquez-nous parce qu'on veut comprendre. normalement, on est invisible. C'est-à-dire que... C'est ce que je voulais vous faire dire. Exactement. C'est-à-dire On ne vous voit qu'on est pas. un facilitateur, mais on ne nous voit pas. Nos clients sont visibles grâce à nous sur différents réseaux sociaux, mais nous, on ne nous voit pas. Vous êtes la main cachée en fait qui accompagne et va faire avancer des candidatures. Alors justement, la question que vous me posez, on y a réfléchi, et on est en train de se poser la question justement de créer potentiellement une marque candidat. Et oui. Parce que la chose très surprenante, c'est que tous les jours, des gens viennent sur notre site internet. Mais ils savent pas que c'est Nous, vous. on attend. Alors justement, on attend des prospects, des gens qui ont envie de travailler avec nous, mais ce sont des candidats qui arrivent à nous. Donc en fait, on est en train de réfléchir, on a dans les tuyaux un petit site internet qui vont permettre aussi aux candidats d'aller chercher des emplois et qui seront effectivement spécialisés sur ces métiers, qui sont les métiers qu'on appelle désormais essentiels, mais qui sont les métiers non cadres. Donc on est bien d'accord, votre cible, ce sont ceux qui ne sont pas forcément chassés sur LinkedIn et qu'on touche facilement. Exactement. C'est ceux qu'on ne peut pas toucher facilement. Les métiers essentiels, c'est lesquels? Parce que ça peut intéresser évidemment. Tout à fait. Alors, nos gros clients, ce sont notamment dans l'intérim, tous les métiers autour de la logistique, le Bien transport, sûr. la grande distribution, l'aide à la personne. Voilà. Donc c'est tous ces secteurs finalement, tous ces métiers qui sont très souvent dans l'ombre, et d'ailleurs on en a pas mal entendu parler lors du confinement, mais qui viennent permettre à la France de fonctionner, mais qui ne sont pas des métiers cadres. Et Sandrine Quétier en parlait d'ailleurs, si vous l'avez entendu il y a quelques instants, puisqu'elle va aller écouter les témoignages de ces invisibles qui faisaient pourtant des métiers essentiels. Donc il y a quand même, je dirais, un aspect de niche dans ce que vous touchez. Ce sont ceux qu'on ne réussit pas facilement à toucher. Alors effectivement, parfois on arrive facilement à les toucher. Je donne un exemple, on travaille avec un grand e-commerçant, il a besoin de manutentionnaires, il y a des manutentionnaires qui vont à lui. Cependant, quand on ouvre une usine et qu'on a besoin de recruter 10 000 personnes, Là, c'est différent. on peut en toucher quelques-uns, mais par contre... pas les 10 000. Exactement. Et vous aurez la capacité, Exactement. et vous avez la capacité de travailler sur la masse et sur le volume. Puisqu'on utilise les réseaux sociaux où il y a 75% des Français. Et Workfor qui se demande s'il n'aura pas une plateforme à lui, enfin en tout cas une visibilité, c'est une réflexion que vous menez, puisque c'est vrai que vous n'existez pas aux yeux du grand public et même des experts. Vous êtes un peu les invisibles, vous aussi, mais essentiels. Exactement. Ça sera la baseline. Camille Confroy, merci d'être venue. Vous êtes le CEO de Workfor, qui, vous l'aurez compris, se charge d'un recrutement très ciblé et très particulier en direction de ceux qui sont les moins facilement touchables. Merci d'être venu sur notre plateau pour Fenêtre sur l'emploi. Je remercie évidemment toute l'équipe pour cette belle émission. Fanny Griesmer, bien entendu. Je remercie Pauline Gratel. Je remercie Margot pour l'accueil invité. Mani à la réalisation. Et je remercie Amanda Montero pour le son, évidemment, au son aujourd'hui. C'était Amanda. Voilà pour toute l'équipe. Merci de votre fidélité. Bien entendu, je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Smart Job. Et puis restez fidèles à tous nos programmes. Ils sont riches et nombreux. Bye bye. À demain.